Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Au programme de votre émission, le grand format présenté par Lydie et le portrait de la semaine. Mais avant, nous recevons pour vous un monsieur qui, après ses débuts en tant que comptable, a décidé de tout abandonner pour se lancer dans la maroquinerie. Monsieur Gona Awajan, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'un des meilleurs maroquiniers sur la place après près de 30 ans d'expérience, d'abord dans la cordonnerie, et pourtant, comme je le disais en début d'émission, vous avez tout plaqué pour vous lancer dans cette aventure. Tout à fait. Alors, racontez-nous votre cursus scolaire. D'abord, j'aimerais vous dire merci, remercier le plateau de Leitmotiv et à travers Leitmotiv, la RTI. Eh bien, mon cursus scolaire, je l'ai fait comme tout enfant, avec le cycle primaire, ensuite le cycle secondaire. Et puis, je suis arrivé jusqu'à avoir le brevet de comptable. J'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis, par la suite, j'ai décidé de tout laisser. Pourquoi vous vous ennuyez ou vous n'aimiez pas ce que vous avez? Non, d'abord, c'est parce que les fins de mois, d'abord quand j'étais salarié, était difficile. Donc, ça m'a fait tic d'abord dans l'esprit. Et puis, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose de mes mains. Voilà. Et je n'aimais pas trop l'ambiance des 4 murs. Donc, il fallait que je cherche un métier, mais quoi faire? Voilà. C'est ainsi que l'idée s'est portée sur la cordonnerie. Mais comment l'idée s'est portée? Ça vous est venu comme ça ou c'est parce que vous aviez vu ou entendu parler ou il y a eu quelque chose qui vous a fait tilt? Non, eh bien, j'écoutais Radio RTI. Lorsqu'une émission passait, je crois que c'était un Camerounais qui entrait dans son pays avec un diplôme, avec sa licence, et qui a tout plaqué pour ce métier-là. Et c'est ce qui m'a fait le courage, voilà, en fait, le courage. de faire le pas. Voilà. Et donc là, il fallait maintenant convaincre à la fois les parents, parce qu'ils vous ont mis à l'école. Et donc, ils souhaitent, comme tous parents, que leurs enfants réussissent comme cadre et tout ça. Exactement. Donc, j'ai interpellé mon cousin et frère Désiré Abou à l'époque, qui était dans le showbiz. Je lui ai dit, écoute, Désiré, il faut qu'on se parle. Je vais le trouver. Il me dit, de quoi veux-tu qu'on parle? J'ai dit, voilà, moi je vais laisser la comptabilité et me lancer dans la cordonnerie. Il me dit, quoi? Laisse ça tomber parce que c'est un faux truc. Le lendemain matin, après qu'il me l'a dit, le téléphone à la maison sonne. Et c'est lui qui est encore au bout de fil. Et que cela soit un conseil à la fois pour les parents et pour les aînés des familles, lorsqu'un enfant vient être trouvé pour dire je veux faire telle ou telle chose. Alors, il me dit, viens, ce dont on a parlé hier, le métier de cordonnier, c'est une très bonne chose. Viens, je vais te l'expliquer pourquoi et comment il est bon. Donc il a changé d'avis en l'espace d'une nuit. Voilà, il a réfléchi. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on ne trouve pas ici. Voilà. Donc, je le trouve. Il me montre un peu les aspects du métier parce qu'il a vu vraiment loin. J'avais maintenant le courage. Il fallait maintenant convaincre les parents. C'est ainsi que je vais voir mon père. À l'époque, mon père était cadre à la fonction publique. Il était juriste. Et je vais le trouver. Papa, bon voilà, moi je ne veux plus faire de comptabilité. Mais je vais apprendre un métier, faire celui de la cordonnerie. Il réfléchit et il me dit, si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Mais fais-le bien. Tout à fait. Il n'y a pas meilleur conseil que ça. Oui. Voilà. Et c'est très encourageant venant de bien son père. sûr, voilà. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de structure d'école dans ce domaine. Et là, il faut que j'aille en France. Parce que
Comme il c'est a le dit, lieu. il faut le Voilà. faire bien. Voilà. Il me dit d'accord, prends les renseignements. Renseignements pris, on était dans les années 88-89, avant la dévaluation. La scolarité pour une année faisait 3 millions. Et il fallait faire 2 ou 3 ans, je crois. On connaît bien le salaire d'un fonctionnaire. J'ai vu que c'était un peu trop élevé pour mon père, surtout que ma grande sœur était encore à la charge de mon père et qui était aussi en France. Et je lui ai dit c'est trop. Et ensuite, il me dit, bon voilà, si tu es vraiment intéressé, moi j'ai un de mes amis qui fait la réparation des chaussures, je vais le voir et tu iras apprendre le b.a.-ba du métier. Moi je vais aller en France, Bien sûr, tout je à parle au fait. Ghana. Et puis il me demande d'aller au Ghana, c'est-à-dire chez les Ghanéens. Je suis très respectueux de mes parents. J'avais obligation de l'accepter. Donc je l'accepte et je commence mes débuts d'apprentissage chez M. Kofi Antwi, paix à son âme, qui était l'un des meilleurs cordonniers sur la place. Je suis resté 9 mois avec lui. On avait une heure de début de travail qui était 7 heures du matin. On commençait à 7 heures et on finissait à 19 heures. Lorsque j'arrivais dans cet apprentissage-là, j'étais le plus âgé. Le plus jeune devait avoir 15-14 ans. Et celui qui était plus âgé avant que je n'arrive, il devait avoir 22 ans. Moi, j'avais 25 ans. Et ils m'appelaient tous John. Jean, en anglais, John. J'étais pendant les 9 mois à l'heure. Je me tapais le chemin de la cité Fermont où j'habitais jusqu'à Renault. Pendant 6 mois, le patron avec qui j'étais ne me laissait pas travailler. Je ne faisais que, comme il dit, regarde, regarde. Donc, 6 mois après, je retourne à la maison, je trouve mon père et ma mère pour dire, moi je suis fatigué, parce que quand je vais là-bas, on me demande seulement de regarder. De regarder. Mais je suis fatigué de regarder. Vous aviez envie de quand même de pratiquer. Voilà, de toucher. Et je dis à mon père, ma mère, que moi je ne vais plus. Ils me disent quoi? Dès demain, tu retournes là-bas. Votre père, il était dur. Hein? Oui, dès demain, tu retournes là-bas. Effectivement, demain matin, je retourne. Bizarrement, c'est ce jour-là même qu'on m'a laissé toucher aux objets, aux chaussures à réparer. L'expérience de regarder est une bonne chose. Parce que vous enregistrez tout, vous comprenez tout, vous savez faire, mais sans le savoir. C'est au toucher que les choses viennent seules. Mais c'était comme si j'avais appris ça depuis longtemps. Toute votre vie. 6 mois à observer. Aujourd'hui, les jeunes n'observent pas. Ils veulent tout de suite. Tout de suite. Ce qu'on doit rechercher, c'est la connaissance. C'est ça. Et pour ça, il le faut être patient. Il faut être patient. Il faut supporter. Tout à fait. Et je faisais ce qu'on me disait de faire. Donc, je commence. Mais c'est parti très vite. Mais en 8 mois, excusez-moi l'expression, mais je les ai fumés. Parce que je voulais apprendre. Il arrivait, même que je faisais des choses qu'il ne faisait pas en atelier. Moi, ce que j'aimerais savoir, M. Bona, c'est quand vous apprenez donc à vos parents que vous voulez devenir cordonnier, vos amis avec qui vous avez fait peut-être la comptabilité ou voilà, ces personnes qui étaient très proches de vous, comment ils ont pris le fait que vous leur disiez que vous voulez devenir cordonnier? Parce qu'à cette époque-là, j'imagine que être cordonnier, voilà, ça ne devait pas être très bien vu. Parce qu'on n'a pas une haute impression. Oui, mais vous avez tout à fait raison, parce que ce ne sont pas des métiers qui vous permettent d'évoluer, de vous épanouir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, l'artisanat, ceux qui sont dans le monde de l'artisanat, l'artisanat est une excuse de non-réussite. Oui. Si aujourd'hui, moi en tant que cordonnier, je ne réussis pas, réussite entre guillemets, mais je suis excusé. Parce que cordonnier à quoi? C'est ça. Mais vous, par exemple, vous les cadres, les ingénieurs, les pharmaciens, vous ne serez jamais excusés parce que ce n'est pas possible, vous avez plein d'argent. Et c'est ça.
Il y a des Voilà, cordonniers qui ont aussi voilà. plein d'argent. Bien sûr, voilà. Tout est une... Ça dépend comment on voit voilà, les choses, en bien fait. sûr. Ça dépend Voilà. comment on voit les Donc, c'était un peu ça. Maintenant, est-ce que c'était mal vu? Oui. Ça, oui, en c'était mal Afrique, vu. parce qu'en Europe, Oui. c'est pas mal vu. Parce que je me rappelle, une fois, j'étais allé à une cérémonie avec mon père, alors que j'étais encore cordonnier. On arrive, et son ami lui dit, mais maître, c'est votre fils? Il dit oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Mon père lui a dit, comptable. J'ai dit, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que j'aurais voulu qu'il dise qu'il est cordonnier. Donc votre père, il n'a pas eu le courage, en fait. Voilà, il a dit, voilà. Bon, ça a été pour moi, bon, j'ai dit, ça c'est un défi à relever, donc on fait avec. Alors, donc votre apprentissage se fait pendant quelques années, mais combien de temps il vous faudra exactement ou à peu près pour assimiler vraiment tous les secrets du métier? Une bonne formation dans une école, vous devez faire peut-être 2 à 3 ans, rien que pour la réparation. Même pour la fabrique des chaussures, il faut aller jusqu'à 3 années. Mais moi, je suis autodidacte. C'est-à-dire, je n'ai appris que la réparation qui est le b.a.-ba de la chaussure. Maintenant, en ce qui concerne la fabrication de la chaussure, je suis autodidacte. Je me suis formé en maroquinerie et en chaussures. Voilà. Parce que ce que je voulais, c'est faire ce que, comme entre guillemets, ce que les gens font, parce qu'ils le font très bien. Et c'est ce que je voulais réellement faire. Mais pendant votre apprentissage qui a duré pendant 9 mois, vous avez dit? Oui. D'accord. Et ça a été très éprouvant d'après ce que vous nous avez dit, parce que vous travaillez de 7h à 19h, Oui. non-stop, juste avec une petite pause de 10 minutes pour déjeuner, et sans salaire pendant 9 mois. Non, sans salaire. Sans salaire. Sans salaire. D'accord. À aucun moment, vous avez eu envie de baisser les bras et de dire j'abandonne? Ah non, parce que j'avais un objectif. D'accord. J'avais un objectif, c'est d'apprendre, comme on dit, c'était l'initiation, voilà, donc il fallait que j'avance. Il fallait passer par là de toute façon. Voilà. Alors Monsieur Gona, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après une courte page de publicité et le portrait de la semaine. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. Bonjour, je me nomme Omiale Mohamed Youssouf, commercial B2B dans une entreprise de distribution du matériau de construction. Je fais ce métier de commercial depuis 7 ans. J'ai été au lycée Aimé Césaire où j'ai eu mon brevet. Ensuite, j'ai eu mon BTS et dernièrement mon diplôme d'ingénieur au cours ISFMI. À mes débuts en tant que commercial, j'avais beaucoup de stress. Il fallait que j'apprenne tous les produits. Il fallait que je mette en pratique tout ce qu'on avait appris à l'école. Comment aborder un client, comment échanger avec lui. Les premières difficultés que j'ai connues, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contact avec le client. Comment approcher le client. Parce que nous avons des clients très difficiles. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Coco Chanel, Coco Chanel. Ce qui m'a poussé, ce qui m'a donné envie d'embrasser cette carrière, c'est mon père. Parce que mon père aussi, il était commercial. Donc mon père, j'ai été formé par mon père dans une entreprise de la place. Et après qu'il ait pris sa retraite, donc j'ai pris sa place dans cette entreprise-là. Ce qui m'avait le plus touché pour embrasser cette carrière, c'est le contact humain que mon père avait. Les échanges qu'il avait avec ses clients. Ses clients n'étaient plus ses clients, mais ils devenaient plutôt ses amis. Et donc c'est ce qui m'a le plus marqué même dans sa carrière.
À mes débuts, en 2007, j'ai travaillé dans le domaine de l'électroménager. Donc, je devais chercher les clients, je devais les fidéliser et je devais avoir une base de données clients. Mon meilleur souvenir, c'est avec un client. Ce client-là en question, après que je l'ai aidé à acquérir son produit avec un certain taux de remise, sans m'y attendre, il m'a offert un présent vraiment qui m'a véritablement touché. Caranga photo. Écoute idée, 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 Vital Caméré, écoute idée, Pour moi, le bâtiment, c'est vrai que c'est beaucoup plus porteur, mais c'est une question de challenge. C'est un challenge que je veux relever et je veux voir si Mohamed Omialé est capable de relever ce défi-là. Parce que ce défi était déjà relevé au niveau électroménager. Ce qui fait ma force vis-à-vis de mes prospects et de mes clients, c'est le contact. Comme on le dit, le premier contact est le plus important. Le premier contact est le contact qui détermine si un achat va se faire ou pas. Le premier contact, c'est celui-là même qui détermine le reste de votre relation. Et moi, Mohamed Omialé, c'est l'un de mes atouts majeurs. Le premier contact avec le client, la fidélisation. Moi, le client, arrivé à un certain stade, il n'est plus client, il devient ami. Et seuls les amis peuvent te contacter pour avoir un certain nombre de produits. Donc c'est un atout vraiment majeur. J'ai passé le plus clair de ma carrière dans le domaine électroménager. Donc, dans ce domaine-là, j'excellais vraiment. Et pour moi, je voulais atteindre un certain but. C'était quoi? C'était voir de quoi est-ce que j'étais capable dans d'autres domaines autres que l'électroménager. Raison pour laquelle je me suis tourné vers le bâtiment. Not to kill me. Thanks God. C'est la Benomania. Yeah. Shadow Chris Beats. Fini Shadow Boss Playa. On n'est pas petit, on est gaillard. On règne depuis les Mayas. Ce qui compte, c'est le bara. En toute chose, pour être cara. On fait des trucs de malade. Et quand ton esprit se balade, entre l'ennui et le palabre. Thanks God. On est au début du voyage. Rentre dans le local. Je vais te faire mal. Tu te compares à moi, mais tu me fais les poches. Dernier étage de Kenstar, c'est nous les boss. Le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes qui voudraient embrasser la carrière de commercial, c'est d'abord d'aimer ce métier, de l'aimer passionnément. Parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Les échanges très difficiles avec les clients, les échanges avec les responsables, parce que ce n'est pas du tout facile, le stress que tu as au boulot, tes objectifs que tu dois atteindre. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aimer ce métier-là. Il faut l'aimer, il faut l'aimer, il faut l'aimer et il faut être courageux. Seules les personnes qui aiment ce métier, qui sont courageuses et qui sont très ambitieuses, peuvent se donner à ce métier. Mes perspectives pour 2016 dans ce futur proche, c'est d'abord de relever ce défi-là dans la nouvelle entreprise dans laquelle je suis, qui évolue dans la distribution de matériaux de construction. Je vais être au top dans cette entreprise. Et dans un futur proche, Mohamed Omialé désire se lancer à son propre compte. Parce que c'est vrai, je travaille pour des entreprises, je leur donne ce que je veux, je fais sortir tout de mes tripes pour pouvoir atteindre mes objectifs, mais aussi dans un futur, je voudrais travailler à mon propre compte. On a trop travaillé pour être là où on est, ce n'est pas demain. Une touche délicate, une élégance affirmée.
toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. De retour avec notre invité, M. Gona Awajan, l'un des meilleurs maroquiniers ivoiriens reconnus dans la sous-région, mais aussi prix d'excellence 2014 du meilleur artisan, décerné par le président Alassane Ouattara. Alors, au bout de presque un an d'apprentissage chez votre premier employeur, vous allez continuer à apprendre encore dans d'autres ateliers, cette fois-ci de fabrication, toujours sans salaire, je précise. Et puis un jour, vous décidez de vous installer chez vous, dans la cuisine de votre mère. C'est là que naît votre premier atelier. Racontez-nous comment démarre cette aventure, surtout vous commencez seulement avec 15 000 francs en poche. Effectivement, après la formation chez M. Kofi Antoui, je retourne encore voir mon père, lui dire, bon voilà, j'ai fini la formation, il faudrait que maintenant je m'installe. Il m'a dit, débrouille-toi. C'est ainsi que ma grande sœur, qui revenait d'Europe avec son diplôme, a accepté un boulot où elle était payée 50 000 francs. Et 3 mois après, elle a été licenciée. Et c'est avec ces 50 000 francs, elle m'a donné 15 000. C'est avec ça que j'ai acheté mes premiers outils. Ma mère m'a donné sa machine à coudre, que mon père lui avait offert lorsque je n'étais pas encore né. Et j'ai commencé. J'ai commencé sans fond de roulement. Ça ne devait pas être facile. Mais pas du tout. Mon premier fond de roulement était la commande de ma grande cousine, Bernadette Harding, que je remercie, qui est venue passer sa commande. Et son acompte m'a permis d'acheter les premiers fournitures, qui étaient le cuir, la peau, juste pour lui faire sa chaussure. Voilà. Et ça a été une très belle expérience parce qu'au départ, les gens venaient commander des chaussures pour la maison. Okay. Voilà, des chaussures pour la maison. Mais les choses ont vite évolué. Après, c'est pour aller au travail. Après, c'est pour des cérémonies de mariage. Donc, vous sentez l'évolution de la chose. Les choses au fur et à mesure. Voilà. Mais il fallait respecter les rendez-vous. Les délais, les rendez-vous. Et j'étais tout seul, sans machine, c'est-à-dire sans ponceuse, machine qui pouvait me permettre d'aller un peu plus vite. Alors, je ponçais tout à la main. Wow. Je ponçais sur des pierres pour polir les semelles des chaussures. Ça devait pas être facile. Je me réveillais à 5 heures. Parfois, quand je rentrais me coucher, il était peut-être 23 heures, des fois 2 heures du matin. Il m'arrivait de veiller. Donc pendant 2 ans, j'avais une paume dure, c'était des ampoules qui étaient dans Faites voir si elle est toujours dure, votre main. Non, maintenant ça va. Ah, d'accord. Voilà. Alors, pendant Voilà. 2 ans, vous arrivez tant bien que mal à vivre de votre boulot, Voilà. jusqu'au jour où votre mère, fatiguée de vous voir squatter sa cuisine, décide de vendre ses propres bijoux pour vous louer un local. Oui. Comment se passent vos premiers mois d'activité? Après ces 2 années, ma mère me dit, mais écoute, tu ne peux pas rester là dans la cuisine en train de... Parce que j'attendais à qu'elle finisse de faire sa cuisine pour prendre une partie de la place. Elle m'a dit, il faut que tu sortes. J'ai dit, mais sortir avec quoi? J'ai dit, non, il faut que tu sortes. Donc c'est ainsi que ma mère m'a donné ses bijoux. Puis je suis allé vendre. Et avec ça, j'ai payé la caution de mon premier atelier et certains éléments qui allaient me permettre après d'avancer. Et je lui ai dit, mais je vais ouvrir la télé, ça sera dur. Il m'a dit, non, non, vas-y, lorsque tu seras dedans, tu trouveras les solutions. D'autres solutions. Et elle a raison. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec mon premier. Et puis, par la suite, ma grande sœur, Madame Bacheno, est venue renforcer l'équipement en m'achetant des équipements un peu plus lourds. Voilà, ce qui m'ont permis vraiment de m'épanouir dans mon métier. D'accord. Malheureusement, Monsieur Gona, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre émission.
Merci. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Il m'arrivait parfois, à la fermeture de mon atelier, de ne pas avoir de quoi à payer les transports, même pour entrer à la maison. Mais je me tapais 2 heures de route. 2 heures de route, de marche, pour rentrer à la maison. Je suis allé voir un grand monsieur. Je suis allé le trouver pour dire, tonton, voilà, je vais ouvrir mon atelier. Il m'a dit, je te donne 150 000 francs, qui ne seront pas remboursés, mais il faut que tu réussisses dans ce métier. En 2014, vous recevez le prix de l'excellence du meilleur artisan. Quel est votre état d'esprit à ce moment et quelles sont les émotions qui vous habitent? Eh bien, j'étais très heureux d'avoir reçu le prix d'excellence. Et en même temps, c'était un couronnement des efforts que l'ensemble de mon équipe. Parce que là, il ne s'agit plus de moi, il s'agit maintenant de Madame Marie Cunéret.